Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kadi, enchantée. J'espère que tout le monde se porte bien. Ici, je vais vous parler d'une affaire française en mode podcast, je vais dire, parce que j'en écoute moi-même et j'aime beaucoup ça, mais aussi parce que je n'avais pas beaucoup d'illustrations à mettre sur cette histoire. C'était assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour m'encourager. Je vous laisse vous installer confortablement et je vous retrouve tout de suite après. Cette histoire se passe en 2008 dans le département de l'Oise, à Compiègne. À moins de 20 minutes de là, dans une petite commune du nom de Longueuil-Hanel, comptant 2500 habitants, vit la famille Lemaire, composée de Jean-Luc, 47 ans, Isabelle, 31 ans, et de 5 enfants âgés de 13 à 1 an. Jean-Luc travaille à l'hippodrome de Compiègne, où l'un de ses 4 frères lui a trouvé une place de jardinier et homme d'entretien des pistes pour chevaux. Il y travaille depuis 1995. Jean-Luc est très apprécié, c'est un employé sans histoire, décrit comme quelqu'un d'extrêmement gentil. Jean-Luc a épousé Isabelle en 2000 et dans leur logement, en cette année 2008, se met en place un plan macabre visant à faire disparaître le père de famille. On va remonter un peu le temps, nous sommes en 2006 et alors qu'elle fait les courses au supermarché avec son fils aîné, Isabelle tombe nez à nez avec un ancien ami. C'est Frédéric Ricot. Elle expliquera alors à son fils, puis à son mari, qu'ils étaient très proches étant plus jeunes, mais que, la vie étant ce qu'elle est, ils se sont perdus de vue jusqu'à ce fameux jour. Les jours passent et au sein du foyer, le nom de Frédéric Ricot résonne régulièrement, si ce n'est un peu trop souvent. Progressivement, Isabelle présente Frédéric à Jean-Luc, puis les deux hommes sont amenés à se voir, puisqu'Isabelle et Frédéric passent de plus en plus de temps ensemble. Les enfants aussi se sont fait à l'idée de le voir dans leur foyer, si bien que lorsqu'Isabelle demande à son époux de bien vouloir héberger Frédéric, juste quelque temps parce qu'il a du mal à faire face à des problèmes d'ordre financier, celui-ci accepte de lui venir en aide, pensant que le séjour de ce dernier ne serait que de courte durée. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, puisque sans le savoir, Jean-Luc Lemaire vient de faire entrer le loup dans la bergerie sous l'insistance de sa femme. Et Jean-Luc est bien connu pour ne rien refuser à celle qu'il chérit tant. Frédéric s'installe et prend ses aises, à tel point que quelques semaines après son arrivée, Jean-Luc quitte sa propre chambre et laisse la place à Frédéric. Vous l'aurez compris, Isabelle et Frédéric entretiennent une liaison et Frédéric a bien l'intention de leur montrer à tous qui tient les rênes dans cette baraque. De l'ami serviable qui aimait venir partager un repas, il devient le bourreau de son hôte et de certains des enfants. Jean-Luc est très souvent pris à partie et frappé à la moindre contrariété. Bien que Jean-Luc ne soit pas d'un naturel très bagarreur, il lutte à sa manière, en disant que la situation ne lui convient plus du tout, qu'elle est malsaine, et qu'il serait temps pour Frédéric de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller le plus loin possible. Soyons clairs, les deux amants n'ont que faire de son avis. Ses prises de parole, considérées comme des jérémiades, les font sourire la plupart du temps. Ils ne le prennent absolument pas en considération. Et quand il devient trop insupportable pour Frédéric, il utilise sa méthode à lui, c'est-à-dire les combats de catch. Jean-Luc ne fait pas le poids, Frédéric le sait pertinemment, il est bien plus grand et plus corpulent que Jean-Luc, mais ça l'amuse énormément. Et puis il n'est pas peu fier de faire le beau devant sa maîtresse, qui voit en lui un homme de poigne et de caractère qui l'a fait frémir. Isabelle, quant à elle, assiste muette aux séances de torture que fait subir Frédéric à l'homme qui lui a tant donné. Elle est littéralement subjuguée. De même, lorsque Frédéric s'en prend aux 3 grands, elle ne pipe mot et se contente des piètres explications de Frédéric qui prétend se montrer sévère pour faire leur éducation. Faisons maintenant un petit retour sur la vie d'Isabelle pour mieux comprendre sa personnalité.
Isabelle est le dernier enfant d'une fratrie de 10. Ses parents se séparent quand elle a 2 ans. Très tôt, elle subit des violences et agressions sexuelles commises par le fils du nouveau compagnon de sa mère, qui est bien plus âgé qu'elle. Quand Isabelle grandit, elle a le courage d'en parler à sa mère, mais celle-ci ne l'écoute pas, elle ne la croit pas. Heureusement, son agresseur finira par être arrêté, et sa mère également, pour ne pas avoir porté secours à sa fille. Aussi, il faut préciser qu'Isabelle a une notion assez particulière de la sexualité. Est-ce que c'est dû aux sévices qu'elle a subis dans son enfance, ou au fait d'avoir observé la sexualité débridée de sa mère à de multiples reprises ? En tout cas, le fait est qu'elle a beau être mariée depuis 8 ans et avoir fondé une famille, Isabelle ne s'en satisfait pas. Elle a une envie de plaire, elle aime les jeux de séduction, elle aime tester son pouvoir sur les hommes. Elle aime l'intérêt que lui portent les hommes. Et c'est tout naturellement à leur côté qu'elle passe une grande partie de son temps quand elle n'est pas auprès des siens. On peut l'apercevoir, ça et là, après son mariage, au bras de différents hommes de la région. En 2001, elle rend souvent visite à son voisin d'origine capverdienne. Elle y emmène de temps en temps son fils de 6 ans qui croit innocemment que sa mère et cet homme sont simplement de grands amis. Les mois suivants nous prouveront le contraire puisqu'en 2002, Isabelle donne naissance à un petit garçon. Ce bébé a une particularité qui interpelle tous les membres de la famille en visite à la maternité, notamment ses 4 beaux-frères, qui lui demandent de but en blanc pourquoi l'enfant n'a pas le même teint que ses 2 aînés. En effet, le nourrisson arbore un joli teint hâlé, voire métissé, ce qui pose question, compte tenu du fait que Jean-Luc et Isabelle ont une peau presque laiteuse. La question n'a absolument pas déstabilisé Isabelle, et elle leur répond, droit dans les yeux, qu'elle a un bébé bronzé parce qu'elle a mangé trop de carottes pendant la grossesse. Sidérés par cette réponse sortie de nulle part, les frères de Jean-Luc n'ont absolument pas cru à ces explications. Quant à Jean-Luc, il n'a pas fait d'esclandre et a reconnu le bébé. Le sujet a donc été mis de côté et personne ne l'a plus jamais abordé. Voilà comment Isabelle Lemaire gère sa vie. On va avancer dans le temps. On est maintenant en 2008 et cela fait maintenant 2 ans que Frédéric Ricot règne en maître absolu chez les Lemaire. Il sème la terreur auprès des enfants et continue de se montrer violent envers Jean-Luc. Les seuls qui échappent à ces mauvais traitements sont Isabelle et les 2 derniers enfants. Il supporte de moins en moins la présence de Jean-Luc dans son propre foyer, rappelons-le, et presse régulièrement Isabelle de divorcer pour vivre exclusivement avec elle. D'autant plus que Jean-Luc est en arrêt maladie parce qu'il s'est fait opérer d'une hernie discale, donc Jean-Luc lui sort par les yeux. Mais d'un autre côté, il sait aussi que Jean-Luc a une assurance vie et que s'il venait à disparaître, que ce soit par accident ou de manière intentionnelle, vous aurez compris, Isabelle serait la bénéficiaire d'une somme s'élevant approximativement à 180 000 euros. Donc les 2 amants plaisantent souvent à ce sujet et rêvent de tout ce qu'ils pourront s'offrir avec une telle somme. Pendant que cette idée mûrit dans leur cerveau, Isabelle ne perd pas le nord et continue de flirter. Elle fait connaissance avec des hommes connus sur un site de rencontres téléphoniques. Elle se contente d'appels érotiques la plupart du temps, mais passe aux rencontres physiques avec certains. C'est sur ce site qu'a fait la rencontre d'Alain Lanternier, maçon de profession, marié, père de famille. Dès les premiers échanges, Alain semble subjugué par Isabelle et rapidement, il fait en sorte de lui prouver son intérêt et son attachement. Isabelle le présente rapidement à Frédéric et les 3 deviennent quasi inséparables. Isabelle passant des bras de l'un aux bras de l'autre avec une aisance déconcertante. Le 9 novembre 2008, en fin de journée, Frédéric demande à Jean-Luc s'il peut l'accompagner pour dépanner un ami qui serait tombé en panne de voiture. Jean-Luc, serviable de nature et pas disposé du tout à s'opposer à son oppresseur, accepte. Et ensemble, ils prennent la route dans la 806 de Jean-Luc. Le lendemain, Isabelle pousse les portes de la gendarmerie de Choisy-au-Bac, tremblotante et en pleurs. Elle explique aux gendarmes que son mari a disparu depuis la veille au soir et qu'il n'a pas donné signe de vie depuis. Elle dit craindre pour sa vie parce que Jean-Luc aurait, selon ses dires, des tendances suicidaires à cause de difficultés financières.
Elle dira avoir essayé de le retrouver avec l'aide de Frédéric, mais en vain. Après avoir pris la déposition d'Isabelle, les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante et des recherches sont organisées. Très vite aussi, la 806 de Jean-Luc Lemaire sera retrouvée carbonisée dans une clairière à Saint-Jean-au-Bois. Pourtant, aucun corps n'a été retrouvé dans le véhicule, ce qui amène les enquêteurs à écarter la piste du suicide, puisqu'ils estiment qu'un homme voulant attenter à sa propre vie ne prend pas la peine de détériorer son propre véhicule, cela ne présentant aucun intérêt. Les frères de Jean-Luc, après avoir été informés de la disparition de leur frère, se sont rendus chez Isabelle, et suite à cette visite, ils décident, eux aussi, de se rendre à la gendarmerie. Et après leur passage, il est vrai que les enquêteurs entrevoient une autre possibilité. En effet, le récit de leur vie peu conventionnelle a laissé les enquêteurs perplexes. Les frères de Jean-Luc ne se sont pas fait prier pour détailler les faits. Ils parlent de leur cohabitation, mais aussi du fait que l'un des enfants a un père biologique noir et que le dernier serait celui de Rico. Aussi, ils insistent sur le fait que les lunettes de Jean-Luc sont sur la table du salon. Or, Jean-Luc en a besoin, ne serait-ce que pour conduire. Les gendarmes finissent par leur demander de but en blanc s'ils soupçonnent les deux amants d'être à l'origine de cette disparition. Et c'est sans ciller qu'ils leur répondent « Absolument, messieurs ». Décision est donc prise d'auditionner Isabelle et Frédéric, et lorsque les gendarmes la questionnent sur sa relation avec ce dernier, elle répond qu'il ne s'agit que d'un ami d'enfance et que elle l'a retrouvé il y a 2 ans. Elle nie toute relation d'ordre sentimental et charnel et affirme que ses beaux-frères fabulent à ce propos. Frédéric tient la même version, affirmant que, même si les Lemaire l'ont gracieusement accueilli chez eux, il effectue tout de même des menus travaux en signe d'amitié et de gratitude, tels que vider les poubelles, s'occuper des enfants. Il ajoute qu'il ne saurait manquer de respect à son ami en ayant des vues sur sa femme. Et il finit par confirmer que Jean-Luc est dépressif et qu'il voulait en finir avec la vie. C'est ainsi que se termine leur audition. Dès le lendemain, c'est au tour d'Alain Lanternier de faire son entrée dans les locaux de la gendarmerie. Il se présente comme étant l'ami qui avait besoin d'un dépannage et qui a donc fait appel à Frédéric, qui est lui-même arrivé sur les lieux, accompagné de Jean-Luc. Selon lui, Jean-Luc, à sa grande surprise, est reparti au volant de sa 806 pendant que Frédéric l'aidait. Il ajoute, à la stupeur générale, qu'il est l'amant d'Isabelle, depuis leur rencontre sur le site. Leur idylle est récente, 1 semaine à peine, mais ils seraient éperdument amoureux. Les gendarmes sont convaincus d'avoir les éléments nécessaires pour élucider le mystère Lemaire, et ils comptent bien ne pas en rester là. Pourquoi Isabelle n'a-t-elle pas fait mention de ses liens réels avec Alain ? Isabelle semble donc avoir 2 amants, qui se disent être amis. Ce n'est pas commun, il faut le reconnaître. Après le départ d'Alain, les gendarmes vont enquêter auprès du voisinage et des plus grands enfants Lemaire. Il en ressort que Frédéric et Isabelle avaient des gestes sans équivoque lorsqu'ils étaient dehors, s'embrassant et se tenant par la main. Plusieurs voisins les ont ainsi aperçus, peu soucieux d'être discrets, mais on en avait parlé au début. Quant aux enfants, ils diront que leur père est un bon papa, qui les a toujours aimés et traités avec bienveillance. Ils poursuivent en disant que, depuis l'arrivée de Frédéric, ce n'est plus Jean-Luc qui décide à la maison. Frédéric les frappe et il a tué leur lapin avec un balai. Isabelle et Frédéric sont placés sur écoute et au fil des appels et des relevés téléphoniques passés, ils découvrent qu'Isabelle entretient des communications avec une multitude d'hommes. C'est pas moins de 37 000 appels qui sont passés vers les numéros du site en l'espace de 3 mois. 8 amants en simultané depuis quelques semaines et plusieurs centaines d'appels le jour de la disparition de Jean-Luc. Grâce aux données téléphoniques, il apparaît que le téléphone d'Isabelle borne chez Alain Lanternier entre 00h30 et 2h du matin, la nuit du 9 au 10 novembre 2008. Or, elle avait déclaré aux gendarmes qu'elle était allée à sa recherche avec Frédéric. Les éléments factuels ne corroborent donc pas ces déclarations et les écoutes se poursuivent.
Le 20 novembre 2008, Isabelle, qui avait accepté de donner une interview à un journaliste du Courrier Picard, le reçoit à son domicile. Elle apparaît fébrile et bouleversée, clamant ne pas comprendre qui aurait pu en vouloir à son mari. Et elle ajoutera « Il était dépressif et il disait vouloir en finir. C'est très dur sans lui, vous savez. Je n'arrête pas de me demander s'il va revenir un jour. » Bref, vous l'aurez compris, exactement les mêmes propos qu'elle a tenus à la gendarmerie au lendemain de la disparition. Frédéric Ricot, l'ami fidèle, est présent lors de cet entretien et il semble mal à l'aise. Il reste en retrait. Le 25 novembre, lors d'un appel téléphonique de Frédéric à Isabelle, il prononcera les paroles suivantes. Je suis complètement flippé. Je crois que j'ai laissé des traces sur la bagnole de Jean-Luc. À tous les coups, il y a mes empreintes. Il n'en fallait pas plus, et le doute n'était plus permis. Donc le 26 novembre, Isabelle et Frédéric sont placés en garde à vue. Ils seront suivis de peu par Alain. Le domicile des Lemaire est perquisitionné et on y découvre des éléments très intéressants comme des lettres d'amour de Frédéric à Isabelle, un bon de commande pour une coupé cabriolet, une 207 coupé cabriolet, d'une valeur de 17 000 € et établi au nom de Frédéric. Frédéric qui ne dispose absolument pas d'une telle somme. Et l'assurance vie contractée par Jean-Luc au bénéfice d'Isabelle. Donc les gendarmes vont jusqu'au bout, ils se rapprochent du concessionnaire qui leur dit que Frédéric et Isabelle se sont présentés à lui, ensemble, enlacés, et ont passé commande car ils attendaient une entrée importante d'argent. Voici la déclaration d'Isabelle. Elle accuse Frédéric et Alain d'avoir tué Jean-Luc et de s'être débarrassés du corps après. Elle rejette entièrement la faute sur ses deux amants et se dégage de toute responsabilité. Quand les gendarmes lui demandent les raisons qui l'ont empêchée de tout avouer plus tôt, elle dira qu'elle craignait que Frédéric ne s'en prenne à elle. Voici la déclaration de Frédéric. Dans un premier temps, il dit que Alain et lui-même ont fomenté le guet-apens ensemble. Alain conduisait son Scénic et Frédéric et Jean-Luc, à bord de la 806, l'ont suivi jusqu'à une carrière de sable à Attichy. Là, Frédéric a étranglé Jean-Luc et à deux, ils l'ont enterré dans le sable. Il dira qu'il ne supportait plus les mauvais traitements que Jean-Luc infligeait à sa femme et à ses enfants et que, pour y mettre fin, il n'avait pas trouvé d'autre solution. Version d'Alain. Alain dira qu'il n'a fait qu'obéir à Frédéric lorsqu'il lui a demandé de prendre le chemin de la carrière et qu'arrivé sur place, Frédéric a étranglé Jean-Luc sans qu'il ne puisse l'en empêcher, tétanisé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Ils ont ensuite enterré le corps à deux et brûlé la voiture. Il dit ne pas avoir osé avouer car Frédéric l'aurait menacé de s'en prendre à ses enfants. Après leurs auditions, les enquêteurs ont pu localiser l'endroit exact de la dépouille de Jean-Luc. Il sera constaté diverses fractures, des côtes cassées et des marques de strangulation. 1 an et demi après leur arrestation, Frédéric revient sur ses déclarations et accuse Lanternier. Le procès a lieu le 18 juin 2012. Il durera que quelques jours. Seuls Frédéric et Isabelle seront jugés puisqu'Alain a tenté de se suicider la veille. Son procès a donc été ajourné et il aura lieu quelques mois plus tard. Lors du procès, on apprend aussi que l'un des fleurs d'Isabelle a été démarché par Ricot et cette dernière pour se débarrasser de Jean-Luc. Il n'a pas su dire s'ils étaient sérieux à l'époque, mais dans le doute, il a préféré prendre ses distances et ne plus donner signe de vie. Aussi, les déclarations des enfants Lemaire, les aînés, ont été décisives dans ce dossier. Et l'aîné raconte que quelques heures après le départ de son père, il a entendu une voiture s'approcher. Pensant que son père était de retour, il l'a appelé, mais c'est Frédéric qui lui a répondu, d'un air bougon. Il était accompagné d'un homme qu'il n'avait jamais vu, Alain Lanternier. Les deux hommes ont rejoint Isabelle dans la cuisine. L'enfant est retourné dans sa chambre, inquiet de ne pas voir venir son père. Isabelle l'a rejoint quelques minutes plus tard. Elle a pleuré, mais ses larmes lui semblaient fausses. Puis elle lui a dit «
ton père ne reviendra plus. Voici les peines. Frédéric Ricot, considéré comme la tête pensante, le leader du groupe, écopera de 18 ans d'emprisonnement. Isabelle, identifiée par les psychiatres comme étant facilement influençable et incapable de planifier un crime, sera condamnée à 12 ans d'emprisonnement pour complicité. Lanternier, lui, sera condamné, plus tard, à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour non-empêchement de crime et recel de cadavres. L'histoire aurait pu en rester là, c'est déjà bien assez horrible, mais ce n'est pas le cas. Sachez qu'en novembre 2019, une deuxième vague vengeresse s'abat sur Isabelle et Frédéric. Ils sont de retour devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour, écoutez bien, violences sexuelles, attouchements et pénétration digitale commises sur les 3 aînés d'Isabelle. Les enfants accusent Frédéric de les avoir agressés. Il sera condamné à 18 mois ferme pour violences et agressions sexuelles sur mineurs. Elle sera condamnée à 1 an avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les faits. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là. Crime de débutant, heureusement, mais crime de débutant, vraiment. Mère égoïste qui n'a pas pris en compte les sentiments et le bien-être de ses enfants. Fred, pervers et cupide. Et Alain, un peu neuneux, je pense qu'on s'est beaucoup servi de lui. Alors, c'est pas pour le dédouaner, loin de là, je trouve même que 5 ans, dont 2 avec sursis, c'est peu. Mais je pense qu'ils l'ont un peu pris pour le dindon dans l'histoire et qu'ils se sont servis de lui. Ils se connaissaient depuis 1 semaine, ils ont réussi à le lobotomiser en 1 semaine, mais je pense que les charmes d'Isabelle ont fait le nécessaire et que il s'est laissé enrôler dans un truc qui le dépassait, quoi. Bon, je suis pas son avocate, je suis pas en train de plaider en sa faveur, mais je trouve vraiment tout ça tellement ridicule et pour la bêtise de 3 personnes, vous avez 5 enfants qui ont grandi et qui continuent de grandir sans leur père. Voilà. Je souhaite du courage en tout cas à leur famille, aux enfants, et j'espère qu'ils ont réussi à se reconstruire. Voilà, quant à vous, je vous dis à la prochaine. Ciao!